Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Monsieur Pascal Adoko, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà, j'espère bien que vous portez à merveille. Ça va, ça va. La CEDEAO, maintenant, ne dort plus sur ses lauriers. Elle est sur le terrain partout. Pourquoi? Bon. La preuve, vous-même, toute la semaine dernière, vous n'étiez pas à Lomé. Non, écoutez, la CEDEAO fait son travail. La CDPA. Ah, vous voulez parler de la CDPA? Oui, c'est la CDPA, autant pour vous. Ah, moi j'ai entendu la CEDEAO. Excusez-moi alors. Mais bien sûr, la CDPA est un parti politique. 7 membres de la coalition, mais c'est un parti politique. Et nous avons nos activités internes. Et c'est ce que nous nous employons à faire. Ceci étant, comme nous savons si bien le dire, la CDPA, démocratie d'abord, multipartisme après. Et donc, nous donnons une priorité, sinon la priorité, au combat que le peuple togolais mène pour que s'instaure définitivement la démocratie au Togo. Oui. Et c'est ce sur quoi nous travaillons essentiellement. Donc, ce n'est pas une pré-campagne. Campagne. Les Togolais aiment bien ce mot, en commençant par le gouvernement, qui aime bien parler d'élections, parce qu'ils sont toujours prompts. On dit souvent que quand le margouillat veut se tailler un pantalon, c'est que pour ça qu'il a trouvé une solution. Je pense que le gouvernement sait très bien qu'il ne peut rien faire sans une mascarade d'élection. C'est pourquoi ils sont les tout premiers à crier sur tous les toits. Et je leur dis, personne n'a peur d'élection au Togo. Ce dont nous voulons parler actuellement, c'est que nous voulons des élections libres et transparentes. Et je voudrais pour une fois demander au gouvernement togolais d'accorder la présidence de la CENI à l'opposition. Et nous allons aller tranquillement aux élections. Ah, que le pouvoir de Lomé accorde la présidence de la CENI à l'opposition. Et ça fait bientôt 30 ans qu'on fait des élections. Et c'est seulement le pouvoir qui, en plus du gouvernement, a la présidence de la CENI. Et ils sont les tout premiers à gargariser sur tous les toits. Quand il faut aller aux élections, il faut aller aux élections. Parce qu'ils comptent sur la tricherie. Alors nous voulons une fois qu'ils montrent qu'ils sont forts électoralement à donner au moins 50% des membres de la CENI à l'opposition. En plus de ça, la présidence. Et on va aller tranquillement aux élections. Et on va voir qui est le plus fort. Et pourquoi insistez-vous sur la présidence de la CENI? Vous savez, en matière électorale au Togo, trop de choses se passent. Depuis la liste qui est truffée, depuis l'utilisation des procurations, depuis les agents électoraux qui sont soudoyés, le président de la CENI qui est à la botte du pouvoir, et qui agit comme si c'est le pouvoir qui est installé, oubliant son indépendance. Vous savez, le pouvoir ne se contente pas de ça seulement. Il va jusqu'à même interférer, contrairement aux dispositions légales, dans le processus électoral. Je vais vous dire une chose. Il n'est pas normal que ce soit le gouvernement togolais, à travers le ministre de l'administration territoriale, qui coopte l'opérateur électoral, en l'occurrence ZETEX. Je dis haut et fort ce matin qu'il faut que ZETEX parte du Togo. C'est très important pour que le processus électoral annoncé aille à son terme correctement. Y aura-t-il un autre opérateur efficace? On va ensemble. ZETEX n'est pas le seul et je ne suis même pas sûr qu'ils sont les mieux qualifiés. Il est temps que les acteurs politiques, à travers ce dialogue, décident d'un opérateur électoral qui va faire le travail technique avec nous. Parce que la première raison, ZETEX a toujours montré ses limites, mais la deuxième raison qui est la plus grave, je dirais que ZETEX est en conflit avec l'opposition togolaise. Vous savez, ZETEX est au tribunal avec le CAP 2015. Donc, comment voulez-vous qu'un adversaire qui est au tribunal avec nous soit juge technique d'un combat électoral que nous allons mener? Ce n'est pas recevable. Ça, c'est la première des choses. Et tout ce qui lie aujourd'hui le gouvernement togolais ZETEX doit être rompu.
et Zetel doit retourner chez lui ou chez elle, je ne sais pas quelle est la dénomination, et nous allons coopter ensemble. Puisqu'on veut aller aux élections, il faut que les cartes soient claires. Oui, et si tel est le cas, est-ce que cela voudra signifier que la coalition n'est pas disposée à rejoindre la CENI actuelle? Il ne s'agit pas de rejoindre la CENI. Il s'agit de mettre en place la CENI qui va organiser les élections. S'il y a une CENI qui existe, oui, Pascal Adoko n'est pas au courant. Nous allons mettre en place une CENI qui organise les élections. Ça fait partie des discussions que nous allons avoir avec les autorités togolaises sur place. Est-ce que cela n'irait pas à l'encontre de la recommandation précise par rapport à ce cas de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. On a dit seulement qu'il faut mettre une CENI en place de manière inclusive où tous les acteurs doivent y être. Point final. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est plutôt en accord avec les recommandations de la feuille de route. Que vous allez pouvoir recomposer la CENI. Absolument. Ne pas vouloir le recomposer, ben, ça veut dire que déjà... Oui, mais la CENI actuelle, le ministre Charles Kondi Agba disait la dernière fois qu'elle est issue donc d'autres discussions, c'est-à-dire des discussions antérieures, en l'occurrence l'APG. Il y a ce qu'on appelle les discussions, les dispositions et ce qu'on appelle l'application de ces dispositions. Est-ce que ce que vous convenez d'appeler aujourd'hui la CENI respecte dans son application les dispositions? Je ne crois pas. Donc c'est pour ça que je considère que c'est un non-événement. Si on veut aller à des élections transparentes, qu'il nous soit permis de mettre une CENI en place ensemble, consensuellement et de manière équilibrée, et qu'on accorde la présidente de la CENI pour une fois dans l'histoire du Togo à l'opposition. Et vous pensez que même si la présidence est accordée à l'opposition, vous allez jouer à toutes les cartes pour avoir la transparence possible? Mais c'est un combat permanent. Et un de ces combats, c'est ce que je viens d'évoquer. Mais d'autres combats vont se mener sur le terrain. C'est pied à pied qu'il faut le faire. Puisque on crée Oubi et Orbi partout, on veut aller aux élections, en comptant sur la tricherie, ben, il faut que nous nous battions pour que ça soit clair. Et on montrera qui pèse plus que l'autre. Alors, Monsieur Pascal Adoko, vous êtes un des responsables de la CDPA, le parti membre de la coalition, dont la secrétaire générale est la coordinatrice de la coalition, disons la C14. Alors, comment avez-vous analysé de manière globale la feuille de route de la CEDEAO qui était sortie du sommet le 31 juillet dernier? Bon, disons que à l'analyse, c'est un document qui est perfectible. Bon, ce document a fait des efforts, connaissant l'environnement, parce que quand vous vous placez dans l'environnement, la posture de l'actuel chef de l'État togolais, qui se trouve être au cœur du conflit et qui, par extraordinaire, est également président en exercice de l'institution qui est chargée d'arbitrer le conflit, il faut avouer que ses pairs étaient mal à l'aise. Et c'est compréhensible. Voilà pourquoi ils ont cherché à enrober diplomatiquement tout ce qu'ils doivent avancer. Sinon, s'il n'était pas président en exercice, je crois que ce document serait meilleur. Ceci étant, comme nous l'avions dit dans notre communiqué, c'est un document qu'on peut accepter, mais il y a des zones d'ombre, il y a des choses il y a des insuffisances, il y a des insuffisances, voilà, qu'il faut clarifier. Et ces imprécisions, à quoi faites-vous concrètement allusion? Il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, quand je prends l'élection, qui est le dada aujourd'hui de tout le monde, on parle du 20 décembre. Bon, vous allez me dire, moi je me pose des questions, parce que moi aussi, je suis dans l'arène politique, ce n'est pas d'hier. Et je sais ce que c'est qu'un processus électoral. Un processus électoral qui part de zéro, c'est-à-dire qui part de la révision, qui va être même l'enregistrement de tous les électeurs, jusqu'au jour du scrutin. C'est qu'on vous a demandé C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Je ne sais pas par quelle magie nous allons arriver dans 4 mois à 5 mois à le faire. Mais si je le dis aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, l'opposition n'a pas la bonne volonté d'aller aux élections. » Alors j'ai dit « Bon, très bien, on avance. » Donc cette date apparemment semble être irréaliste à votre entendement? Pour nous,
Mais nous n'insistons pas là-dessus pour ne pas encore prêter le flanc à des critiques inutiles. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. On verra. Parce qu'il y a des éléments dans ce texte qui nous surprennent. On parle d'accélération, de finalisation, de recensement. Je ne sais pas où ça a commencé pour qu'on l'accélère, le finalise. C'est des questions que nous posons au niveau de la C14. Si c'est ce que les gens font derrière les rideaux, il faut considérer que c'est nul et non avenu. Oui, mais quand même, les chefs étaient venus aussi avec des équipes techniques et tout ça aurait été bien analysé. Équipe technique qui nous a rencontrés? Non, peut-être pas vous, mais qui savent que c'est s'ils ont reçu des confidences du pouvoir, pour moi aujourd'hui, ce pouvoir-là est mon adversaire. Vous voyez? Et donc, moi, je ne vais pas prendre pour argent comptant ce que ce pouvoir déclare. D'autant plus que ce pouvoir est passé maître dans la manipulation. Donc, moi, je considère que quand on me parle d'accélération, de finalisation, je ne connais pas le point de départ. Et pour moi, c'est un problème. Nous ne comprenons pas non plus le fait que les gens ont cherché à minimiser le gouvernement de transition dont nous avions parlé. Parce qu'on se connaît au Togo. Parce qu'une fois la CEDEAO partie, vous allez voir le pouvoir togolais sur son piédestal en train d'organiser les choses de manière... Et qui va mettre en œuvre? Le pouvoir va mettre en œuvre seul les dispositions qui sont contenues dans la feuille de route. Il y a un conseil, un comité de suivi. Comité de suivi? Oui. C'est un comité de suivi. Vous avez dit suivre. Ce n'est pas un comité d'action. Or, l'action, c'est qui? C'est le gouvernement? C'est les deux protagonistes. Et alors, nous, on n'est pas là. C'est pour ça qu'on a parlé de gouvernement de transition. Donc vous réclamez à être dans le gouvernement? Ce n'est pas réclamer être dans le gouvernement. C'est de former un gouvernement de transition qui est une rupture avec le passé. J'ai cru lire dans le texte, on parle de la conférence des chefs d'État salue la volonté d'ouverture et de dialogue permanent du président de la République togolaise et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Je ne sais pas si c'est de ce gouvernement dont on veut parler en l'enrobant de cette façon. Mais tel que c'est présenté, ça veut dire que c'est M. Fogna Sigbe qui va s'ouvrir sur les autres. Oui. Non, ça ne marchera pas. Mais c'est lui qui est aux commandes, en fait. Il est aux commandes. Oui. Il est aux commandes, mais en même temps, il est acteur du conflit. Si M. Fogna Sigbe dit aujourd'hui, conformément à ce que tous les Togolais souhaitent, qu'on ne veut plus être gouverné de manière longue par une même personne, que son père et lui, ils se sont arrangés pour saboter, pour mettre notre pays en difficulté. Il est en train de boucler son 3e mandat. Si M. Fogna Sigbe dit aujourd'hui, je ne vais pas aller à un 4e mandat, conformément aux souhaits du peuple, et il sait que c'est dans les gènes des Togolais, depuis 1990, et ils l'ont demandé dans la Constitution de 92. S'il le dit, en ce moment, il devient arbitre. Mais quelqu'un qui veut être arbitre, qui est en même temps dans la mêlée, tout en disant qu'il est au-dessus de la mêlée, vous voulez que moi, je me ploie devant lui, je ne l'accepterai pas. Ce sera un marché de dupes. Si la CEDEAO n'a pas compris ça, ou bien il a compris, mais on cherchait à l'enrober, il est temps qu'on nous clarifie la situation. Nous voulons un gouvernement de transition. Oui, mais pour quand même, appliquer les dispositions. La CEDEAO, vous lui avez expliqué tous ces points, toutes ces préoccupations, et quand même, l'institution sous-régionale, on dirait, a coupé la poire en deux, selon le ministre Gilbert Bahara, et qui, poursuivant en disant, a dit, laissons maintenant ces moments de discorde derrière nous et travaillons ensemble. Travaillons ensemble où? Lui au ministère de la fonction publique, hein? Et point focal du gouvernement au dialogue. De tout ça, hein? Son collègue au ministère de l'administration territoriale, l'autre à la sécurité, et moi à la maison, et on va travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une manière de travailler ensemble. Et M. Bahara, il dit beaucoup de choses. Si bien que moi, je considère que nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de poser les bases de l'équité. De l'équité. L'équité dans tout ce que nous devons faire dans ce pays. Équité dans la gestion du pays.
C'est pour ça que nous disons qu'il faut déverrouiller les institutions de la République. Parce que je ne peux pas m'accommoder d'institutions qui se comportent en adversaire contre moi, alors qu'il est là pour arbitrer. Ce n'est pas possible. La Cour constitutionnelle, la RAC, et que sais-je encore, tout ce qui est dans ce pays, comme la Tchabal a dit en son temps, nous on prend tout, on prend tout. Et ils sont là, ils ont gardé tout, ils gardent tout, ils gardent tout. Mais le Togo est fatigué de ces choses-là. Si on veut avancer et travailler ensemble, comme M. Bahara le dit, alors déverrouillons les institutions, soyons présents partout et dans l'équité, allons aux élections et celui qui gagne, il va diriger le Togo. Oui, mais quand même, le chef de l'État dit être déterminé à trouver une issue non seulement favorable, mais aussi durable à la crise. Vous savez, les déclarations d'intention du chef de l'État, oui. Moi j'en ai l'habitude. Sauf que dans leur application, je n'ai pas vu grand-chose. C'est une déclaration d'intention? Mais bien sûr, ça a été toujours comme ça. Vous ne le connaissez pas. C'est un chef d'État qui avait, au moment où il avait pris le pouvoir par la force dans ce pays et que la communauté internationale nous a amenés à voir comment on peut travailler. Il a dit, mon papa c'est mon papa, moi c'est moi. Et nous avons cru un instant que c'est quelqu'un qui est venu pour solder le passif de son père. Et bien là, mal nous a pris aujourd'hui. Il va exactement dans la direction de son père, sinon pire. Et c'est ça qui pose le problème au Togo. Donc il a dit, plus jamais ça au Togo, mais ça continue. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et puis ça continue. Vous savez, quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir, qui est accroché au pouvoir, qui considère le pouvoir comme un enfant qui a une sucette dans la bouche, celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. C'est un déficit de confiance. Et c'est pour ça qu'on préconise les mesures de confiance. Et ces mesures de confiance, dans les intitulés même de la feuille de route, rien ne s'applique. Vous savez, il y a beaucoup de Togolais qui se trouvent en prison. Pour quel motif ils ont manifesté? Donc, à votre entendement, ceux qui sont encore en prison, lorsque la feuille de route de la CEDEAO était tombée, on aurait pu les relâcher? Il faut les relâcher. J'ai tenté d'expliquer ça la dernière fois au ministre Yark et au ministre Boukessi. Je ne sais pas s'ils ont compris l'esprit quand nous les avons rencontrés la dernière fois pour préparer les manifestations. Je leur ai dit ceci. Dites au chef de l'État de faire libérer nos frères togolais qui sont en prison dans le cadre des revendications actuelles. Je ne suis pas pour l'impunité. Je leur ai dit parce que je crains quelque chose de grave pour le Togo. Vous savez, une prison, c'est comme un lit d'hôpital. Un jour, ça peut être ton tour, l'autre aussi. Je ne veux pas qu'on instaure au Togo la culture qui consiste à utiliser la prison comme arme politique. Parce que si mon adversaire utilise la prison comme arme politique et que les générations intègrent ça dans leur inconscient, demain, eux aussi, ils vont vouloir utiliser la prison, la justice comme arme politique. Une sorte de revanche. C'est ça qui est dangereux pour un pays. Parce que les gens vont trouver normal que quand tu es au pouvoir, il faut emprisonner les autres. C'est pour ça que je lui dis, il n'a qu'à faire cet effort-là. Si je suis à sa place, je le ferai même avant la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO le dit. Oui, qu'il faut accélérer les procédures judiciaires et pour rapidement faire libérer. Vous savez, oui. Sur ce plan également, je dirais que la CEDEAO est tombée dans le jeu du pouvoir. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe, Joachim, vous et moi, nous sommes témoins. La quasi-majorité de ceux qui sont en prison là-bas, il y a des innocents. Des gens qu'on chope au détour d'une rue quand on disperse les gens. Ils sont là-bas. Ces gens-là, ils n'ont rien fait. Mais depuis octobre ou même septembre, moi j'ai compris la stratégie de ce pouvoir. C'est d'utiliser ces gens-là comme des otages. Et aujourd'hui, je suis conforté dans ma thèse. On les utilise comme des otages et comme des monnaies d'échange. Sauf que aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ce qui se passe est insoutenable. Qu'est-ce que les jeunes de Mbouké ont fait? Quels crimes ils ont commis? Supérieurs aux crimes que d'autres ont commis et qu'on a amnistié peu ou prou dans ce pays. Des gens ont fait des coups d'État
direct. Ils sont libres. Et les jeunes qui distribuent de l'eau dans la rue, pour les manifestants, ils sont en prison. Quelle procédure judiciaire? Je dis, la CEDEAO je reviens, je dis, la CEDEAO a commis, je dirais, l'imprudence de rentrer dans le jeu du pouvoir en parlant d'accélérer le processus judiciaire. La CEDEAO sait très bien que ce qui se passe au Togo est politique. Et au lieu de parler de mesures additionnelles, doit demander au chef de l'État de prendre les dispositions politiques pour libérer les frères. En ce moment, l'ambiance sera calme. Tout le monde sera chez lui. Et comme le dit Bawara, pour une fois qu'il dit quelque chose qui peut aller dans le bon sens, on va travailler ensemble. Mais comment les gens qui sont en prison vont travailler ensemble avec ceux qui sont dans la rue? Eux, ils se promènent et ils sont dans leur maison. Comment? Ce n'est pas possible. Hein? Le Johnson, à Siba, ou je ne sais pas, celui-là, le travail immense qu'il a fait pour sauver des Togolais qui étaient blessés. Vous ne pouvez pas imaginer, mais il est en prison. Parce qu'il a pondu au report sur la base de ce que lui, il a vu. Ça peut être erroné, mais ce n'est pas une raison pour croupir en prison comme un malfrat. Oh diantre, c'est ça. C'est de ça qu'il dit. Je ne veux pas que la culture de la prison comme arme politique prévale au Togo. Je le dis haut et fort, et tous ceux qui vont l'entendre aujourd'hui, je les commissionne pour aller dire au chef de l'État que c'est ce que je lui demande. Alors, monsieur Pascal Adoko, tel que vous exprimez vos positions en tant qu'un des responsables d'un parti membre de la coalition, est-ce que ça ne risque pas de braquer aussi l'autre camp? Comment les braquer? Ce que je viens de dire là, libérer les gens qui sont en prison, comment ils vont être braqués? Les gens sont en prison, certains sont 8 mois, 10 mois, 11 mois, mais... Même Jean-Pierre Berba qui a massacré les gens, à un moment donné, on l'a libéré. Aujourd'hui, il devient candidat. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Menset, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Eza a fait? Qu'est-ce que, je ne sais pas, Kokou Kodjo, que je donne l'anonyme là, qu'est-ce qu'il a fait? Certains, ils ont commis juste le crime de la tenue qu'ils portent. Mais comment j'ai dit ça? C'est pas possible. Moi, je dis certaines choses. Je ne suis pas violent. Je suis profondément pacifique. Même pour tuer une mouche, j'hésite. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de dire, je parle dans l'intérêt supérieur du Togo. Je dis à M. Faure Gnassingbé, Monsieur le Président, parce que telle est la manière dont je dois vous appeler, parce que c'est vous qui gérez le pays aujourd'hui. M. Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo, le premier geste que je vous demande de faire, c'est que dès le lendemain, demain matin, s'il vous plaît, libérez tous ces jeunes Togolais-là qui sont en prison pour créer les conditions pour que l'application de la feuille de route se déroule normalement. Oui, maintenant, de manière précise et sans détour, êtes-vous satisfait de la feuille de route? Non, j'ai dit que c'est un document qui est un document de base qui est perfectible. Perfectible. Mais au PNP, un autre parti membre de la coalition, on dit l'essentiel des revendications que vous portez, disons, que vous incarnez et qui sont des aspirations du peuple, est satisfait. Heureusement que vous n'avez pas parlé de la totalité. Vous avez dit en partie. Mais l'autre partie, c'est ça que moi je recherche. C'est pour ça que je parle de perfectible. Et Maître Paul de Diapévon, chez nos confrères du journal Le Correcteur, il a dit ceci, je le cite: la feuille de route de la CEDEAO comporte des insuffisances, mais les acquis ne sont pas à minimiser. Je demande à nos compatriotes qui veulent ardemment le changement de ne pas se laisser manipuler par ceux qui veulent les pousser au découragement en leur faisant croire que l'opposition a échoué dans ses revendications. Si l'opposition exploite efficacement les acquis de la feuille de route, nous arriverons aisément à l'alternance en 2020. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Maître Paul de Diapé? Mon analyse n'est pas très éloignée de ce que M. Apévon vient de dire. N'est pas très éloignée. C'est un document de base sur lequel il faut travailler. Les aspects qui sont compliqués, je viens de les évoquer, entre autres. L'applicabilité, parce que c'est la plus difficile au Togo. Nous sommes dotés des meilleurs tests du monde.
Oui, les meilleurs accords. Si on se réfère à ce que M. Djerry Tama a dit dans sa tribune libre, en disant « je suis en colère », il a dit tout ça pour ça. Je résume ainsi. Non, écoutez, M. Djerry Tama... Oui. C'est-à-dire tous ces morts pour obtenir cela, alors que vous pouviez les avoir en septembre 2015. Vous savez, M. Djerry Tama a l'art de titiller l'opposition. Et donc, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Le jeu auquel il joue, lui seul, il sait. Et quelle en est la finalité. Moi, c'est un collègue à la limite, donc je ne veux pas entrer dans ça. Donc, l'opposition n'a pas échoué dans ses revendications. C'est ce que M. Appel vient de dire. On n'a pas échoué du tout. On n'a pas échoué du tout. Du tout. Et ce que je suis en train de vous dire là, il y a des choses qui sont voilées dans ce texte. Il faut les lire profondément pour les comprendre. Et les initiés savent ce que les gens veulent dire. Mais il y a des aspects dans ce document-là que nous voulons perfectionner ou comprendre. Et donc, moi, je pense que si M. Djerry Tama dit qu'il est en colère pour ce qu'on vient d'obtenir parce qu'il y a eu des morts, je crois que c'est lui qui a également dit qu'il n'y en a pas eu suffisamment pour que la communauté internationale s'émeuve. Donc, c'est des gens qui disent beaucoup de choses. Et donc, ils savent ce que c'est qu'un combat politique. Vous savez, c'est plus confortable d'être dans une certaine posture. On parlerait de centrale. Je ne veux pas dire centriste. Et donc, vous voyez, non, c'est important. Et envoyer jour et nuit des pics à ceux qui sont au front. Et quelles sont les implications que vous attendez de cette feuille de route? Mais les implications, ce qui est salutaire pour nous dans cette feuille de route, c'est que le dialogue se poursuit. Parce que si on nous avait dit que le dialogue s'est arrêté et qu'il faut appliquer cette feuille de route, on vous dirait tout de suite qu'on va vers l'échec. Mais puisque le dialogue se poursuit, tous les aspects qui n'ont pas été vus, ou tout comme on recherche des décrets d'application à des lois qui sont votées, nous allons donc trouver ces mécanismes pour permettre d'appliquer harmonieusement ce que la CEDEAO demande. Et donc, nous pensons et pour ce faire, vous avez préconisé un gouvernement de transition. Ça a été une demande dans notre plan de sortie de crise. On l'a emballé dans une phraséologie hyper diplomatique. Nous verrons quel contenu M. Fogna Sigbe entend donner à ça. Si ce contenu, c'est comme je suis le roi chez moi, venez, n'est-ce pas, nettoyer les chaussures, ça c'est perdu d'avance. Mais si c'est un vrai gouvernement de transition, de consensus, qui permet d'appliquer les choses... Alors là, vous attendez un appel de la part du chef de l'État? Je n'attends pas, puisque c'est... on doit donner le ton. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que nous disons qu'il y a un vide. Parce que ça dit qu'on nous a donné une feuille de route. Qui donne le tempo? C'est pas très clair. Moi, je dirais même que si on nous avait nommé un représentant spécial de la CEDEAO, lui au moins on dirait qu'il est là, il peut donner le tempo pour telle chose. Donc ça veut dire que la balle est au milieu et on ne sait pas qui va lancer. L'arbitre CEDEAO est là. Il est là, mais siffler. Vous savez, avant de commencer un jeu de football, les deux équipes ont fait un tirage au sort pour savoir qui lance le jeu. Apparemment, rien n'a été dit et tout le monde est là et on verra bien. Le président de la République est là, on ne peut pas lui ravir cette vedette de lancer la balle. On verra bien. On marque la pause et on revient aussi. Audi Actu. C'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, messieurs et dames, avec notre invité, monsieur Pascal Adoko, secrétaire général de la CDPA, secrétaire général adjoint de la CDPA chargé aux affaires politiques et chargé aux affaires politiques et de la stratégie. Voilà, le parti est membre de la coalition, la C14, et nous parlons bien sûr des implications de la feuille de route de la CEDEAO ce matin. Alors, vous avez parlé entre-temps, monsieur Pascal Adoko, de la CENI qui doit être, on dirait en anglais, 50-50, c'est-à-dire 50%, 50%, et que la présidence revienne à la
coalition, ou disons à l'opposition. Et en dehors de ça, si la feuille de route, peut-être, il n'y a toujours pas de gouvernement d'union, disons, gouvernement de transition, et qu'on vous demande de dérouler tout cela, quels sont les garde-fous que vous préconisez pour que tout soit mis en œuvre? Non, vous savez, sur ce dossier-là, je suis toujours embarrassé. Peut-être que je parle à titre personnel. Je suis embarrassé parce que, vous savez, l'un des problèmes du Togo aussi, c'est la sécurité des acteurs politiques. Ah oui. La sécurité des acteurs politiques. En tout cas, Dieu merci, pour le moment, personne n'est inquiété. Ah oui, mais vous le dites mais si seulement, bien. On avait peut-être M. Jean-Pierre Fabre dans ces pays. Oui, mais écoutez, il faut être honnête. M. Achadam, par exemple. Il faut bien qu'on crée les conditions pour qu'il revienne. C'est un acteur politique. C'est le minimum. Puisque si nous avons une feuille de route qui met à plat pour qu'on aille là où les gens veulent nous conduire, que tous les acteurs aient la chance d'être sur place. Ça, c'est la première des choses. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Oui, mais un ministre l'avait traité un temps là de djihadiste en disant qu'il assume ce qu'il dit. Oui, mais voilà, c'est autant de choses. Parce que, vous savez, la rhétorique du pouvoir est une rhétorique surprenante des fois. On parle de djihadisme comme si par ailleurs on souhaite même que ce fléau redoutable tombe sur le Togo. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, c'est ce que vous évoquez par la bouche qui se produit. Oui, et moi, la langue est sacrée. La langue est sacrée. C'est pas le verbe que Dieu a créé, nous a créé. Donc nous-mêmes... Peut-être c'était une erreur langagière, il avait fait. Non, mais non, il a dit, il a répété, c'est dans la rhétorique. Il faut arrêter ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans votre journal, quand j'ai découvert que les gens sont en train de brûler, de casser des mosquées, je dis, qui est derrière ça? La profanation des lieux sacrés. Pour nous amener où? C'est une supplique que j'adresse à ces gens-là. Ne nous amenez pas sur ce terrain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un lieu d'adoration. S'il vous plaît, pour une troisième fois, je dis, ne nous amenez pas sur ce terrain. Parce que ce serait extrêmement dangereux. Et je profite de l'occasion pour dire à mes frères musulmans de garder leur calme. Oui. Et que si Dieu le veut ou Allah le veut, on trouvera bien l'esprit malin qui se cache derrière ça. De ne jamais considérer ça comme une division du Togo sur une base religieuse. Oui. Parce que ce serait périlleux pour le pays. Et je dis encore une fois à l'esprit ou les esprits malins qui se cachent derrière ça, d'arrêter tout dessus, ici et maintenant, cette plaisanterie de mauvais goût. Les lieux saints sont des lieux sacrés et nous devons les respecter. Si nous ne respectons pas les croyances de quelqu'un, laissons-les faire leurs croyances et respectons leurs lieux. Nous sommes dans un pays laïque. Voilà. Et que votre lieu de culte aussi, l'autre personne aussi puisse le respecter. Donc, encore une fois, je demande pardon. Ceci étant, ça m'amène toujours sur le terrain de la sécurité. Tout le processus tel que libellé là, qui garantit la sécurité de ce processus? Est-ce que ce processus est garanti par nos forces armées de sécurité? Bien évidemment. Je veux bien le croire. Mais est-ce qu'ils vont se départir pour une fois de leur esprit? Non, l'armée est neutre. Oui, il doit être neutre. Mais ils ne l'ont pas toujours montré. Parce que s'ils l'ont montré, on n'en serait pas là. Le général Eyadema est mort de sa propre mort. Il meurt de sa propre mort. Si l'armée ne s'est pas invitée dans le processus, M. Nachaba Famare Ouattara
aurait été président par intérim. Il aurait organisé les élections. Et si M. Fogna Singbe est candidat du RPT et qui gagnait les élections, la tension là ne serait pas là. On n'aurait pas dénombré des centaines de morts dans le passé. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que nous voulons bien croire. Moi, je n'ai aucune défiance vis-à-vis de l'armée togolaise ni de la sécurité. Et vous n'en avez même pas. Oui, je sais que c'est mes frères. J'espère que, pour une fois, ils vont comprendre leur rôle historique. Parce que si aucune mention n'est faite pour protéger le processus en matière de santé et de sécurité, je veux dire, c'est qu'on leur fait confiance. Alors là, il faut qu'ils méritent cette confiance. Il faut que l'armée mérite cette confiance. Messieurs et dames, vous êtes toujours en direct sur votre radio Victoire FM et notre invité ce matin, M. Pascal Adoko, venant donc de la coalition. Alors, vous avez une question à lui poser. Vous êtes le bienvenu sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Mais, M. Adoko, nous avons déjà le premier intervenant qui est en ligne. Allô? Bonjour, Joachim. Oui, bonjour, monsieur. Je salue l'invité. C'est monsieur Jacques? Oui, c'est Jacques. Bonjour. Bon, moi, personnellement, je disais toujours que je n'attends rien de la CEDEAO parce que la CEDEAO, à son tribunal, avait donné des injonctions pour le Togo qui n'ont jamais respecté. Ils nous ont dit dans ce que même pour les députés, leur truc qu'ils ont tranché là, on leur a seulement payé la moitié. Ils n'ont pas payé le reste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, maintenant... Là, vous faites allusion à la Cour de justice de la CEDEAO? Oui. Ok. Bon, maintenant, ce que je dis, ils ont dit de faire les élections législatives le 20 décembre. Mais quand est-ce qu'on va commencer? Ils n'ont pas dit la date, il faut commencer à faire les réformes. Normalement, ils devaient dire, vous commencez demain. Les réformes, en ce moment, si on ne commence pas, on va savoir que, bon, c'est le pouvoir en place qui n'a pas la bonne volonté de faire les choses. D'accord. Bien noté. Madame Messi, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Voilà, je voudrais demander à monsieur, la CEDEAO et ses composants sont des chefs d'État qui ont tous des affaires au Togo. C'est pour ça qu'ils protègent le régime. Ils ont plus ou moins placé. Et ils ne dénoncent jamais la violence du régime qui fusille en désordre dans l'impunité, qui estropie la population. Et puis les miliciens, tout ça là, ils disent jamais rien dessus. Le comble de 2005, avec 100 milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés, ils disent jamais rien dessus. Et voilà. Et je comprends pas. Je voudrais demander au monsieur pourquoi un président nous a gouverné dans la douleur et des pleurs. Il meurt et le même régime reprend le pouvoir dans le sang des Togolais et vous alliez. Oui, est-ce que si les questions ont trait à la feuille de route de la CEDEAO, ça nous mettrait plus à l'aise, madame? Non, mais et pourquoi ils vont aller jouer et signer un APG avec un régime qui a atterri dans le sang? D'accord, merci, madame. Et nous allons prendre monsieur Komlavi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'aimerais intervenir par rapport à la préparation des lieux de culte, de prière. On constate ces derniers mois. On a vu aussi dans l'église catholique aussi, on a eu des vols, et s'asseoir. On avait incendié, on avait lancé des gaz lacrymogènes. Je pense que c'est devenu vraiment un phénomène social et vraiment on doit interpeller la population. Je ne sais pas quels sont les gens chefs dans les lieux de culte. Et dedans, on vole même les instruments de musique dans les chapelles. Vraiment que je pense que les députés aussi doivent penser à voir s'il faut commencer à faire des enquêtes par rapport à ça, à la police aussi. Parce que ce n'est plus politique, mais c'est social. Parce qu'on voit dans tous les sens, dans les églises, dans nos quartiers, il y a des vols, des matériels importants, des choses sacrées qui ne sont pas bons à voler. Tu prends l'église catholique, lorsque on vole l'hostie, c'est grave. On ne sait pas pour quelle fin. Et maintenant, on tombe sur les mosquées. Donc je pense que c'est un truc qui va au-delà de la politique.
c'est vraiment les gens mal intentionnés qui commencent à s'infiltrer dans le lieu de culte. Vraiment que les acteurs politiques aussi nous aident et la police aussi commence à faire enquête sur ce point. Merci. Merci, monsieur Komlanvi. Et nous allons prendre monsieur Ali. Bonjour. Et donc, je dis bonjour. Oui. Que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Bon, je vais, si le gouvernement a dit ce vote, parce que Dieu m'a où on a lynché 2 militaires à ce côté en les gorgeant. Dieu m'a où les civils arrachent les armes dans les mains des forces de sécurité. C'est là que le gouvernement a dit qu'il a dit ce vote. Concernant la mosquée autre là, parce que le gouvernement a fait un communiqué, l'Union musulmane, un conférence de presse a fait demain. Nous tous en attendons le communiqué, le conférence de presse que le président de l'Union musulmane, Cheikh Brahima, va faire pour voir l'instabilité. Même l'opposition s'est peut organiser des gens pour dessus des mosquées pour dire que non, comme Tipier musulman, le gouvernement n'aime pas l'islam. Parce que depuis fort longtemps, la constitution l'État de laïque. Donc le chef de l'État, Foy Yassingbe, aime l'islam. C'est pas qu'il est président, n'aime pas l'islam. Il ne veut pas que les gens continuent de dire que c'est les gens de l'Uni qui font ça comme ça, comme ça. On attend. Et personne ne l'a dit. La conférence de presse du président de l'Union pour voir ça porte sur qui. D'accord, merci, bien noté. On va prendre le dernier intervenant, c'est Kanidek. Bonjour. Bonjour, Yachin. Oui. Bonjour, M. Pascal. Bonjour, Kanidek. Bon. Et s'il vous plaît, M. Pascal, considérons les recommandations de la CEDEAO. Bon, après tout, moi, j'ai constaté que la CEDEAO a mis tout à la charge du gouvernement. Alors que, moi, je sais très bien que c'est un régime en place qui est allergique au secteur uninominal à deux tours, à la limitation du mandat à deux. Je l'explique pas. Et le fait que le gouvernement lui-même a envoyé un projet en 2014 parlant de la limitation du mandat à deux avec la feuille fétiche en aucun cas et qui a été rejeté par la majorité présidentielle. Et vous ne voyez pas que ça porte du doute à la mise en œuvre de ces recommandations de la CEDEAO par le pouvoir en place. Ah, d'accord. Merci. Merci Kanidek. Ah oui, vous avez écouté le dernier intervenant, M. Kanidek, que c'est plutôt le pouvoir qui serait allergique et ça apporterait préjudice donc à la mise en œuvre de la feuille de route. Non, je crois que c'est une vérité de la palisse. Hein? Le pouvoir du clan n'aime pas l'alternance. Et il s'emploie à ce que cette alternance n'existe pas. C'est ça qui est le malheur du Togo jusqu'à ce jour. Ce qui fait que, sinon, les Togolais adoptent une constitution en 92 qui limitait les mandats et qui même a dit en aucun cas lui ne peut faire plus de 2 mandats. Mais ils l'ont enlevé. Oui, vous y tenez encore? Mais c'est très important pour l'avenir du Togo. Mais c'est très important pour l'avenir du Togo. Donc à l'Assemblée, quand les débats vont commencer, cette fameuse phrase va encore revenir. Mais cette phrase est centrale. Mais Unir vous dit que vous voudrez personnaliser la Constitution. Cette phrase-là n'existe pas avant leur champion. Ça existait avant leur champion. D'accord. Donc ça ne vise pas leur champion. Et si on a parlé de djihadistes, c'est parce qu'il y avait eu des militaires égorgés, on avait arraché des armes, c'est pourquoi le gouvernement avait tenu de pareils propos. Et continuant, l'auditeur dit, l'opposition aussi peut organiser des gens, ces militants, pour aller détruire les mosquées et prétester que c'est unir. Vous savez... Parce que Tipi Achadam est musulman. D'abord, par rapport au lieu de culte, quand j'ai parlé ici, je n'ai visé personne. Et vous n'avez même pas fait allusion à un parti. Voilà, je n'ai même pas encore mis ça sur un plan politique. Oui. J'ai dit seulement l'esprit ou les esprits malins qui sont en train de le faire, je me mets à genoux devant eux pour dire d'arrêter. Voilà. Donc, personne n'est accusé. Okay. Sauf celui qui est morveux peut se moucher. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Et donc, l'autre, comme l'envie, lui aussi, il disait quand même que il faut... Le problème dépasse même la portée ou bien une coloration politique. C'est les populations, les gens se donnent ce vilain plaisir d'aller voler les choses dans les églises, dans les lieux de culte. Même, il a parlé de Orsi au niveau de l'église catholique et bien d'autres choses, c'est-à-dire les instruments de musique, etc., dans les lieux d'adoration. Ça conforte ma thèse. C'est pour ça que j'ai parlé d'esprit malin. Oui. En espérant, et j'ai même ajouté que si Dieu le veut, on trouvera, s'il y a la bonne volonté, les auteurs de ces choses-là. Donc une enquête minutieuse. Voilà. Pour une fois, une enquête qui aboutit au Togo. Hein, je l'espère. Et qu'on puisse trouver ces esprits malins-là et les mettre, je dirais, hors d'état de nuire. Pas pour les tuer, mais au moins de nuire. Parce que le chant-là est dangereux. Voilà. Eh oui, donc là, les députés doivent se sentir interpellés aussi pour agir. Ce n'est pas une affaire des députés. Qu'est-ce que les députés vont faire? Ouvrir peut-être une enquête. C'est les députés qui ouvrent une enquête pour ces choses-là. Enquête parlementaire. Bon, souvent on ouvre des enquêtes parlementaires quand on sent que celui qui dirige est en situation délicate et qu'on veut le faire à sa place. Ceci étant, bon, ben, si notre ami le dit que les députés veulent le faire, peut-être que lui, il a déjà orienté plus ou moins son enquête, il connaît déjà les auteurs. Moi, je ne veux pas aller jusque-là, mais je pense qu'une enquête policière sérieuse peut révéler... Désintéressée? Oui, sérieuse, désintéressée. Bon, malheureusement, si celui qui est chargé de l'enquête, il est le coupable, c'est un peu difficile. Mais j'espère que non, que nos forces de sécurité, nos responsables ne peuvent pas se prêter à un jeu aussi vilain. Donc j'espère que très rapidement, on va trouver qui sont derrière ça. Il faut nécessairement qu'on arrête ces messieurs-là et les présenter à la presse. Non seulement nécessairement, mais rapidement. Voilà. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça, ça avait commencé en Centrafrique. Ah oui! Avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Et si le gouvernement qui nous gère aujourd'hui, de gré ou de force, ne perçoit pas le danger, je lui dis, il faut agir et vite. Oui, mais quand même, là où le phénomène se déroule, ces temps-ci, surtout avec les mosquées, c'est dans les rayons ou l'environnement d'un camp. On ne sait pas pourquoi les soldats ne peuvent pas rapidement intervenir pour essayer de maîtriser la situation, mais toutefois, on espère bien que les prochaines fois, ils vont rapidement arrêter les messieurs malveillants qui seraient, ou les dames malveillantes qui seraient en train de faire ces genres d'actes assez condamnables. Alors, la CEDEAO protège le pouvoir de Lomé? Remarque, madame ici. Bon, je sais que nous sommes dans un état d'esprit, tout le monde est exaspéré. On ne va pas pousser jusque-là. Oui. Monsieur Alpha Condé nous a dit qu'il ne se comporte pas en syndicat de chef d'État. Oui. C'est ce qu'il fallait redouter. Nous espérons que ce qu'il a dit est sincère. Maintenant, nous avons des insuffisances. Je vous ai expliqué les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise. Une décision comme ça, prise si... même le président ghanéen ou Guissao guinéen était président en exercice, ça ne prendrait pas cette allure-là. Parce que les gens étaient dans l'inconfort que votre hôte qui vous accueille. Oui, et la dame disait que lui dire certaines vérités. Ils sont redevables au pouvoir de Lomé, peut-être qu'il aurait mangé dans les mains de Feu Adema, etc. Non. Vous savez, Feu Adema, quand Feu Adema était au pouvoir, ceux-là n'étaient pas au pouvoir. Quand Faure Gnassingbé est monté au pouvoir, tous ceux qui ont arbitré la dernière fois n'étaient pas au pouvoir. Il était au pouvoir avant eux. Et ils sont là. Le droit d'aînesse est respecté ici. Ce n'est pas une question de droit d'aînesse. C'est la gravité et peut-être aussi le ridicule de l'affaire. Parce qu'il s'agit pour des chefs d'État, 14 chefs d'État qui sont aux affaires aujourd'hui, qui ont quelqu'un qui les a précédés et qui, peut-être, on veut peut-être les pousser encore à aménager un lit ou un fauteuil pour celui qui était là avant eux, pour qu'il s'en aille et que lui continue de gouverner le Togo. C'est bizarre. Aucune date n'est donnée par rapport au démarrage du processus. Il n'y a même personne pour donner le là. Pour dire, allons-y donc. Mais le président en exercice de la CEDEAO, Buhari, est-ce pour une mission? Mais le président Buhari est un président, d'abord, d'une république, du Nigeria. Il est président en exercice de la CEDEAO.
Il a pris des gages dès le départ pour dire les transitions politiques ne sont plus négociables. Et le président Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a dit, plus possible. Il a seulement dit que le statu quo n'est plus possible, mais il a déjà prédit que le président du Nigeria va jouer un grand rôle dans la crise du Togo. Ben, donc c'est votre fierté. Il fait votre fierté. C'est pas une question de fierté. Ça peut être n'importe quel président. L'essentiel, c'est qu'il ait la conscience de faire appliquer les lois de la CEDEAO et qu'il ait la conscience du bien du peuple togolais, qui est une portion de la CEDEAO. Monsieur Pascal Atoko, merci. Mais c'est moi qui vous remercie en espérant que tout ce que j'ai dit ce matin entreront dans les oreilles des gens avisés et que très rapidement, mes frères togolais, la cinquantaine ou la soixantaine qui sont en prison, c'est ma priorité. Je veux les voir dehors. Merci. Messieurs et dames, c'est fini pour ce matin. Merci à tous qui nous avez écoutés chez vous. Coco le Parisien, merci pour l'accompagnement technique avec à ses côtés Tevi Kodjo. Merci également à Romuald Lansou pour la partie vidéo donc de cette émission sur la gazette du Togo.com. Messieurs et dames, retrouvez-nous tout à l'heure sur le coup de 9h avec Jacob Ahama pour le journal à Neve. À 13h, nous serons là tout comme en 18h. Bonne semaine à toutes et à tous.